Bienvenue dans le programme Temps de science et au troisième et dernier épisode de l'interview avec le physicien Simone Baroni, dans lequel nous parlons de la façon dont le temps ralentit près des objets avec masse et du lien entre la gravité et l'espace-temps. Bienvenue Simone. Merci à vous pour l'invitation. Simone, aujourd'hui nous parlerons d'exemples concrets de ralentissement du temps et de comment les masses et l'énergie courbent l'espace, n'est-ce pas? Exactement. Salut! Nous voilà au troisième épisode de la relativité générale. C'est aussi le dernier de la série sur le temps. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la regarder pour avoir une vision plus complète de toutes les propriétés du temps. Dans les deux épisodes précédents, nous avons compris l'enquête d'Einstein sur la relativité générale et appris beaucoup de choses sur l'espace et le temps. Et nous voilà enfin avec les résultats de cette merveilleuse théorie de la relativité générale et le plan d'aujourd'hui. Voici les principaux résultats de la relativité générale. Presque tous bouleversent notre vision du monde, des petits détails sur Terre aux événements colossaux à l'échelle cosmique. Tout d'abord, à l'aide d'exemples concrets, aujourd'hui nous allons voir comment les masses et l'énergie ralentissent le temps et courbent l'espace. J'ai également préparé un fichier Excel que je mets gratuitement à votre disposition dans la description de la vidéo, avec lequel vous pouvez vous aussi calculer le ralentissement du temps près des masses avec de nombreux exemples. Aujourd'hui, nous allons également parler des trous noirs et voir si le temps s'arrête vraiment à l'horizon des événements d'un trou noir. Et nous verrons également comment la relativité générale parvient à expliquer des phénomènes qui étaient auparavant mystérieux et inexplicables, mais qui trouvent désormais leur place dans la logique du monde. Enfin, pour tout savoir sur l'existence des ondes gravitationnelles, ce qui se passe lorsqu'elles nous traversent et comment nous pouvons les utiliser pour scruter l'univers, je vous renvoie à cette autre vidéo. Je laisse la discussion sur l'expansion du cosmos pour une autre série consacrée à la cosmologie, l'origine, l'évolution et l'avenir de l'univers. Êtes-vous prêts? Débutons par la courbure de l'espace. En 1915, Einstein expose pour la première fois la relativité générale et l'une des prédictions de cette théorie est que les masses courbent la lumière, ou plutôt, les masses courbent l'espace-temps. Et la lumière, voyageant dans l'espace-temps courbe, suit des trajectoires courbes. C'est ce qu'on appelle l'effet des lentilles gravitationnelles. Voici ce qui se passe. Imagine un observateur sur Terre regardant dans la direction du Soleil. Sans les effets de la courbure de l'espace, il lui serait impossible de voir une étoile qui se trouve juste derrière le Soleil. Mais comme le Soleil a une masse et que les masses courbent l'espace à proximité du Soleil devient courbe. Et un rayon de lumière qui voyage dans un espace courbe finira par suivre une trajectoire courbe. Pourquoi l'appelle-t-on lentille gravitationnelle? Parce que la lumière converge comme dans le cas d'une loupe, et la lentille gravitationnelle peut avoir un effet grossissant jusqu'à 10 fois. Alors, que voit l'observateur sur Terre? Prenons une étoile qui, en l'absence de toute déviation lumineuse, apparaîtrait juste à côté du Soleil. Un rayon de lumière part de l'étoile, passe au ras du Soleil et atteint l'observateur sur Terre. Dans le ciel, l'étoile apparaît juste à côté du Soleil. Mais en présence de la courbure de l'espace, les rayons lumineux sont courbés et les rayons lumineux qui atteignent la Terre font que l'étoile nous apparaît à une autre position dans le ciel, c'est-à-dire que l'étoile semble plus éloignée du Soleil. Ainsi, depuis la Terre, nous voyons l'étoile sous un angle différent. Einstein a prédit la valeur de cet angle en 1915 et Eddington et Crommelin sont partis en mission pour la mesurer en 1919. Et voici la toute première photo d'une lentille gravitationnelle, prise le 29 mai 1919 par les astronomes Eddington, Dyson, Davidson et Crommelin. Une photo historique que je trouve personnellement très excitante. Cette photo confirme que l'image de ces étoiles a été décalée précisément par la courbure de l'espace et que l'angle est précisément celui prédit par la relativité générale d'Einstein. Ces étoiles sont en effet observées à des emplacements plus éloignés que lors de l'observation de mêmes étoiles la nuit. J'imagine que de nombreux autres cas de lentilles gravitationnelles ont été observés depuis 1919. Exactement. Et de nombreuses photos magnifiques ont été prises à l'aide du télescope Hubble en orbite terrestre. Cela a révélé les fameuses images en arc, typiques de cet effet de lentille gravitationnelle.
En fait, si au lieu d'une étoile, nous regardons la lumière d'une galaxie lointaine entière, et que cette lumière passe près d'un amas d'étoiles qui courbe l'espace, l'image de la galaxie lointaine est courbée et déformée en forme d'arc. Même plusieurs arcs d'une même galaxie peuvent être créés, car la lumière peut passer de plusieurs côtés, être courbée et atteindre la Terre. Voici un bel exemple, mon préféré. Il s'agit d'une portion de l'espace appelée Abell 370, qui contient des centaines de galaxies à 4 milliards d'années-lumière de la Terre. Et ces galaxies courbent l'espace et la lumière des galaxies situées derrière elles. Tu vois tous ces arcs? Ce sont des images de galaxies encore plus lointaines, dont la lumière est courbée et déformée. Cette forme est appelée le dragon. Le dragon est en fait composé de plusieurs arcs provenant de la même galaxie derrière Abell 370. Tu vois ici d'autres exemples, d'autres images répétées plusieurs fois par la lentille gravitationnelle. Et si l'alignement de la lentille est très précis, l'image de la galaxie lointaine est déformée en un anneau, appelé anneau d'Einstein. Que nous apprend la photo de 1919? La photo de 1919 a confirmé pour la première fois dans l'histoire que les masses courbent l'espace. Comme tu peux le voir, le Soleil est masqué par la Lune. Le Soleil devait être photographié pendant une éclipse totale, afin de ne pas aveugler les plaques photographiques avec la lumière directe du Soleil et de pouvoir voir la faible lumière des étoiles en plein jour. Einstein a prédit ce phénomène en 1915. Pourquoi a-t-il fallu 4 ans pour le confirmer expérimentalement? Outre le fait que la guerre venait d'éclater et empêchait toute expédition, il fallait attendre la bonne éclipse. Et l'éclipse de 1919 était parfaite pour 2 raisons. C'était une éclipse totale et aussi parce que le Soleil était aligné exactement avec les étoiles d'Hésiade, un amas d'étoiles dans la constellation du Taureau. Tu peux le trouver en regardant les constellations d'Orion et du Taureau dans le ciel pour t'orienter. Un si grand nombre d'étoiles proches du Soleil signifiait que l'effet des lentilles gravitationnelles avait plus de chances d'être observé. Cela a également permis de réduire les erreurs systématiques de mesure. Dès la fin de la guerre en 1918, les astronomes se sont mis au travail pour organiser l'expédition. L'éclipse n'était totale que depuis cette ceinture de la planète Terre. Eddington s'est rendu sur l'île du Prince, en Afrique, et Cromlin à Sobral, au Brésil. Voici une photo des instruments qu'ils ont emportés avec eux. Ils ont observé le Soleil à travers un miroir afin de pouvoir maintenir les lourds télescopes en position horizontale. En novembre 1919, ils présentent les résultats à Londres et la nouvelle fait la une des journaux. Einstein avait raison. Et voici une belle image créée par l'artiste Anakova. Tu trouveras le lien vers Anakova dans la description de la vidéo. Il représente l'effort conjoint d'Einstein et des astronomes dirigés par Eddington pour prouver que la courbure de l'espace prédite par la relativité générale était correcte et que cette courbure était réelle. Un fait très peu connu est que même la théorie de la gravitation de Newton prédit que la lumière est déviée par la masse. Comprenons maintenant ce que cela signifie. Tout d'abord, la relativité générale d'Einstein prédit que la lumière est déviée 2 fois plus que la théorie de Newton. Pour un faisceau de lumière provenant de très grandes distances et passant au ras du Soleil, la théorie de Newton prévoit une déviation de la lumière de 0,87 secondes d'arc, soit environ 0,24 millième de degré, alors qu'Einstein prédit une déviation exactement 2 fois plus grande. C'est un petit écart, invisible à l'œil nu, mais mesurable. Tu te demanderas alors, comment est-il possible que Newton ait prédit que la lumière est déviée par les masses? La théorie de Newton ne tient pas compte de la courbure de l'espace. Tu dois savoir que Newton, en 1704, a postulé que la lumière est composée de particules, ce que nous appelons aujourd'hui des photons. Selon cette vision de la lumière, la gravité devrait attirer ces photons, déviant leur trajectoire, en pliant leur chemin. Attends une minute. Mais si les photons n'ont pas de masse, comment la théorie de Newton pouvait-elle prédire que la gravité attirerait les photons? Car selon la théorie de la gravité de Newton, une particule venant de distances infinies et entrant dans le champ d'action d'un corps massif subit une déviation qui est indépendante de la masse de la particule. Newton a donc pensé à appliquer cet effet également aux photons.
En réalité, Newton n'a effectué aucun calcul, mais en 1804, le physicien allemand Soldner a publié un article dans lequel il calculait de combien la lumière serait déviée selon la théorie de Newton. Je laisse le lien vers l'article de Soldner si tu as la curiosité de voir le calcul complet. L'expérience d'Eddington en 1919 a consisté donc à mesurer cet angle et à décider qui avait raison. Voici un graphique résumant les prédictions des deux théories. Et dans un instant, nous verrons ce que l'expérience a donné. Sur l'axe horizontal, nous avons la distance entre le Soleil et les rayons lumineux. Vers la droite, l'effet est plus fort, et il est maximal lorsque la lumière passe tangente au Soleil, du point de vue de la Terre. Sur l'axe vertical se trouve l'angle duquel la lumière est déviée, en secondes d'arc. Cette ligne pointillée bleue représente la prédiction selon Newton, tandis qu'Einstein prédit un double effet, que tu vois avec la ligne bleue continue. Et voici en vert les résultats de l'expérience de 1919. L'expérience a décrété que la relativité générale avait raison. En fait, il y a toujours des erreurs de mesure dans une expérience et on ne s'attend pas à ce que les résultats expérimentaux coïncident exactement avec la théorie. La valeur expérimentale de 1,98 secondes d'arc avec une erreur de 0,12 décrète que la prédiction d'Einstein est compatible avec l'expérience. De nombreuses expériences ont été répétées au cours des décennies suivantes et ont confirmé ces résultats avec une plus grande précision. C'est ainsi qu'en novembre 1919, Einstein est soudainement devenu mondialement célèbre. Tous les journaux du monde parlaient d'une nouvelle théorie de la gravité après des siècles de domination de Newton. Voici un moment plutôt louche dans la vie d'Einstein. En 1911, Einstein a calculé cet effet, mais en raison d'une erreur de calcul, il avait prédit la même valeur que la théorie de Newton. Einstein se rend compte de l'erreur en 1915. Il la corrige et prédit une déviation 2 fois plus grande que celle de Newton. Je me demande ce qui se serait passé si une éclipse avait été observée avant qu'Einstein corrige ce calcul. La réputation d'Einstein en aurait peut-être souffert. Et nous y voilà enfin au ralentissement du temps. Les masses courbent l'espace-temps, et courber le temps, comme nous l'avons vu, signifie que le temps s'écoule plus lentement là où le champ gravitationnel est plus intense. Je te propose une aventure, un voyage à travers des situations de champ gravitationnel toujours plus intenses, et donc de ralentissement du temps toujours plus intense. Commençons par le ralentissement du temps sur Terre. Le champ gravitationnel de la Terre est plus intense au niveau de la mer que dans les montagnes, donc le temps passe plus lentement au niveau de la mer que dans les montagnes. Et certaines expériences ont montré que si nous synchronisons 2 horloges atomiques, toutes deux sur une table, et que nous déplaçons ensuite l'une des horloges sur le sol, l'horloge sur la table ira plus vite que celle sur le sol. Précisément parce que l'horloge sur la table est 1 mètre plus loin de la Terre et que la courbure de l'espace-temps est donc plus faible. Pourquoi faut-il une horloge atomique? Parce qu'il a une très grande précision. En fait, calculons de combien le temps passe plus vite sur la table que sur le sol. Voici l'Excel avec les calculs de la relativité générale que je te donne avec cette vidéo. Il s'avère que pour chaque seconde passée au sol, 0,1 millionième de milliardième de seconde de plus s'écoule sur la table. Si nous laissons les 2 horloges là pendant 100 ans, celle qui est sur la table montrera 0,34 millionième de seconde de plus. Il s'agit d'un effet très faible, pour 2 raisons. La masse de la Terre n'est pas assez importante pour créer une forte courbure de l'espace-temps, et la différence de hauteur entre les 2 horloges est faible. Augmentons la hauteur alors. Si je vivais toute ma vie dans les montagnes, au lieu de vivre au niveau de la mer, le temps passerait encore plus vite. Oui, techniquement, oui. Bien que les effets soient encore très faibles, de l'ordre d'1 millième de seconde sur toute une vie. Plus la montagne est haute, plus tu es éloigné du centre de la Terre, plus le temps passe vite. Mais même en vivant sur une montagne de 4000 mètres, il s'écoulerait environ 1,3 millième de seconde de plus en 100 ans. Les effets sont déjà plus intenses pour les satellites autour de la Terre. Sans une correction appropriée due à cette différence
Dans le passage du temps entre ici et les satellites autour de la Terre, les GPS par exemple ne fonctionneraient pas. Voici les orbites autour de la Terre que suivent les différents satellites, télescopes et même la Station spatiale internationale. Il y a ici deux effets opposés. Plus un satellite est éloigné de la Terre, plus le temps passe vite par rapport à nous, à la surface de la planète. Mais attention, ces satellites se déplacent par rapport à nous sur la surface. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la relativité restreinte, cela implique que le temps s'écoule plus lentement que sur la surface de la Terre. Voici le calcul complet, effectué dans la feuille de calcul Excel. Horizontalement, nous avons la distance des satellites par rapport au centre de la Terre. Verticalement, dans quelle mesure le temps s'accélère ou ralentit par rapport à nous, à la surface. Prenons deux exemples. La Station spatiale internationale est en orbite à environ 400 km de la surface. L'effet de la courbure de l'espace est trop faible et le temps s'écoule plus lentement, en raison de la vitesse élevée de la station par rapport à la surface de la Terre, 27 000 km/h. Tous les 100 ans, la station accumule un retard de 0,1 seconde. Pour les satellites GPS, en revanche, le temps s'écoule plus vite car ils orbitent si loin de la Terre, à 20 000 km au-dessus de la surface, que la courbure de l'espace est beaucoup plus faible. En outre, leur vitesse est encore plus faible, 14 000 km/h. Tous les 100 ans, un satellite GPS accumule 1,7 secondes d'avance. Les horloges des satellites GPS sont spécialement ralenties pour contrebalancer cet effet. Et maintenant, nous poussons le ralentissement du temps à l'extrême. On dit souvent que le temps s'arrête à l'horizon des événements d'un trou noir. C'est vrai? Dans ce documentaire sur le trou noir, nous simulons l'aventure d'un astronaute qui s'approche d'un trou noir et y pénètre. Aujourd'hui, nous examinons de plus près comment le temps ralentit à mesure que l'on s'approche du trou noir, jusqu'à ce que l'on atteigne l'horizon des événements. Aujourd'hui, nous revisitons l'expérience mentale d'Albert et Louis sous un angle différent et nous nous concentrons sur le ralentissement du temps. Tout d'abord, Albert et Louis synchronisent les horloges du vaisseau spatial. Puis Albert quitte le vaisseau spatial et descend vers le trou noir. Il n'est pas très heureux de faire cela, mais il se sacrifie pour nous de pépites de science. Il s'agit du trou noir supermassif M87 Star, avec une masse 6,5 milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil et un rayon d'horizon des événements de 19 milliards de kilomètres. Ce sont les données utilisées pour les calculs que je te présente maintenant. Quand Albert se trouve à 1 milliard de kilomètres de l'horizon des événements, le temps s'écoule déjà 78% plus lentement par rapport à Louis dans le vaisseau spatial qui se trouve dans un petit champ gravitationnel. C'est-à-dire que si Albert reste une heure dans cette position, 4h30 se seront écoulées dans le vaisseau spatial. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Que du point de vue de Louis, le temps s'écoule plus lentement pour Albert. Par exemple, si Louis regarde l'horloge d'Albert avec un télescope, il verra que l'horloge tourne plus lentement que son horloge dans le vaisseau spatial. Ou si Albert envoie un signal lumineux au vaisseau spatial à toutes les minutes, Louis verra les signaux arriver à 4 minutes et demie d'intervalle. C'est très important, gardons-le à l'esprit. Plus on se rapproche, plus le temps passe lentement. À 100 000 km de l'horizon, 1 heure pour Albert correspond à 18 jours, 6 heures et 10 minutes sur le vaisseau. Et à 1000 km de l'horizon, 1 heure pour Albert correspond à 182 jours, 13 heures et 40 minutes sur le vaisseau. Et enfin, lorsqu'Albert est sur le point d'atteindre l'horizon des événements, du point de vue de Louis, le temps d'Albert ralentit de façon spectaculaire. Louis voit Albert s'éloigner de plus en plus, il le voit ralentir. Il le voit également devenir de plus en plus faible, car de moins en moins de photons proviennent d'Albert. C'est précisément parce qu'Albert est proche de l'horizon des événements que Louis voit le temps ralentir considérablement, jusqu'à ce que, toujours du point de vue de Louis, l'image d'Albert semble se figer à l'horizon des événements, et progressivement, elle devient de plus en plus faible. Selon Louis, Albert n'entrera jamais dans le trou noir. Selon Louis, tout ce qui saute dans le trou noir restera figé à l'horizon des événements. Mais nous savons que les trous noirs engloutissent tout ce qu'on leur donne à manger.
Par exemple, en 2015, nous avons observé pour la première fois la fusion de deux trous noirs. L'un est entré dans l'autre pour former un trou noir plus grand. Alors, qui a raison? Voyons ce qu'Albert observe. Du point de vue d'Albert, le temps s'écoule normalement. Son horloge continue de tourner. Son pouce est constamment de 60 pulsations par minute. Albert est un garçon en forme. Cette vision est compatible avec l'observation que les trous noirs incorporent réellement de la masse et de l'énergie. Mais maintenant, nous avons deux paradoxes. Le deuxième paradoxe est que, selon l'observateur, le temps pour Albert s'arrête ou ne s'arrête pas. Et qui a raison? La solution est que les deux ont raison. En effet, à l'intérieur de l'horizon, le temps devient une dimension spatiale. En d'autres termes, avancer dans le temps signifie avancer vers le centre du trou noir. Donc, tout d'abord, Louis et Albert ne peuvent jamais comparer leurs expériences et constater qu'elles sont complètement différentes. Deuxièmement, le principe de complémentarité s'applique au trou noir, ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'observer le trou noir de l'extérieur de l'horizon et de l'intérieur en même temps. Soit on observe de l'extérieur, soit on observe de l'intérieur. L'important est que les lois de la nature empêchent d'observer le trou noir depuis l'intérieur et l'extérieur de l'horizon en même temps, ce qui sauve la mise. Une nouvelle théorie de la gravité, telle que la relativité générale, qui étant la théorie de la gravitation de Newton, doit non seulement être capable de prédire de nouveaux phénomènes, tels que l'existence de trous noirs ou d'ondes gravitationnelles qui ont été observés expérimentalement. Une nouvelle théorie de la gravité doit également pouvoir expliquer ces phénomènes déjà observés, déjà connus, mais que la théorie précédente n'était pas en mesure d'expliquer. As-tu un exemple concret en tête? Bien sûr. La relativité générale décrit le mouvement des planètes autour du Soleil d'une manière différente de la théorie de Newton. Prenons le système solaire. En s'éloignant du Soleil, la courbure de l'espace-temps est plus faible. Et là où la courbure de l'espace-temps est plus faible, les lois de Newton donnent des résultats très similaires aux lois de la relativité générale. Par exemple, nous pouvons calculer l'orbite de la Terre autour du Soleil en utilisant la gravité de Newton ou la relativité générale et nous obtiendrons des valeurs très similaires. En physique, on dit que la nouvelle théorie étend la précédente car elle donne les mêmes résultats dans les situations de faible courbure. Approchons-nous maintenant du Soleil et considérons Mercure. Ici, la théorie de Newton est incapable de prédire ou d'expliquer l'orbite de Mercure. En fait, en 1859, l'astronome et mathématicien français Urbain Le Verrier a découvert que la physique de Newton ne pouvait pas expliquer l'orbite de Mercure. Comme tu peux le voir dans cette animation, l'orbite n'est pas fixe, mais se déplace à chaque révolution autour du Soleil. On l'appelle une orbite de Rosetta. Plus techniquement, l'orbite de Mercure présente une précession du périhélie. Pourquoi cela arrive-t-il à Mercure? Parce que Mercure est situé à un point de l'espace dont la courbure est plus forte que celle de la Terre. La théorie de Newton n'est donc plus valable et nous avons donc besoin de la relativité générale. En fait, la relativité générale prédit exactement que tous les 100 ans, l'orbite de Mercure se déplace de 42 secondes d'arc de plus que ce que prévoit la théorie de Newton, soit 0,12 millième de degré. De même, si nous nous mettions en orbite autour d'un trou noir, nous suivrions une orbite de Rosetta, précisément en raison de la forte courbure de l'espace-temps. Peut-être qu'à l'avenir, il pourrait s'agir d'une sorte de tourisme spatial extrême. Nous avons ainsi vu comment la nature est riche en indices précieux, que les détectives scientifiques peuvent lire et interpréter pour créer des théories supérieures, avec des visions plus simples de la nature, embrassant plus de phénomènes de la nature, et qui nous permettent d'explorer l'univers de plus en plus loin. Par exemple, les ondes gravitationnelles prédites par la théorie de la relativité générale sont désormais un outil qui nous permet d'écouter l'univers avec de nouvelles oreilles. Et elles nous ont permis, par exemple, de découvrir l'existence de trous noirs stellaires ou d'observer la fusion des étoiles à neutrons. Et combien d'indices sont encore là pour que nous les interprétions? Et combien sont déjà à la vue de tous, mais négligés? Il y a de nombreux mystères à résoudre et d'autres à venir. Mais le plus important est de ne jamais cesser d'être fasciné par l'harmonie de la nature.
Simone, merci beaucoup pour cette merveilleuse exposé sur la relativité générale, la gravité et pourquoi le temps ralentit près des masses. Merci encore à vous pour l'invitation. Abonne-toi à ma chaîne maintenant, juste ici, et nous explorerons ensemble toutes les propriétés fascinantes du temps. Nous comprendrons ce qu'est le temps, pourquoi nous le percevons de cette façon, et d'une certaine manière, étant des êtres dans le temps, nous nous comprendrons mieux aussi, nous-mêmes. Ciao!